Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre sans plus attendre par les choses vues récemment. Il y a quelques recommandations, figurez-vous, il y a quelques désolations également. Du coup, c'est assez équilibré, et il me semble, on va voir. La femme de ménage, alors c'est sorti il n'y a pas très longtemps, j'avais vu de plutôt bons retours, y compris de personnes qui, a priori, n'étaient pas ultra partantes. Et alors, pourquoi sont-elles allées voir le film si elles sont pas très partantes? Mais la carte illimitée, mon ami. Donc bref, quoi qu'il en soit, on retrouve Sydney Sweeney, que moi j'ai déjà défendu dans ce JDV. C'est une actrice que je trouve assez intéressante de par ses choix de films déjà, et son jeu, enfin franchement, je suis pas ultra fan, mais je la trouve bien meilleure par exemple que Jenna Ortega. Je sais qu'on les compare beaucoup parce que c'est un peu les deux jeunes actrices qui déchaîne les passions chez les jeunes. Et bon, moi Jenna Ortega, je vous en ai déjà parlé, avec tout le respect que je lui dois, bof, c'est vraiment pas ma cam. Sydney Sweeney beaucoup plus. Donc bref, je vous fais immédiatement le pitch. En quête d'un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu'énigmatique. Ce qui s'annonce comme l'emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux mêlant séduction, secret et manipulation. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux semblants et de révélations inattendues. Je précise que j'ai lancé sans pratiquement rien savoir du tout. Le titre, voilà, la femme de ménage, donc t'as compris que ça va parler d'une femme de ménage. Bref, j'ai vu que c'est adapté d'un roman, et clairement c'est un bon roman. Alors d'ailleurs c'est un roman qui a été, qui est un peu particulier parce qu'il a été publié à compte d'auteur, et c'est très rare, c'est très rare qu'un roman qui se tape que des refus de maisons d'édition et où la personne est contrainte de le faire à compte d'auteur. Alors, je sais pas si certains d'entre vous sont un peu au fait de comment ça se passe, mais bon, voilà, autant dire que le truc il sort pas vraiment, quoi. Tu le fais circuler comme tu peux, mais bon, bref. Là, ça a été un vrai succès de buzz, en fait, par Internet, visiblement, dans des proportions telles que finalement, une vraie maison d'édition en a fait l'acquisition, et c'est devenu un best-seller américain. Une belle histoire, et franchement, c'est mérité. Au tout début, on a donc cette jeune nana qui arrive, on comprend très vite, c'est le pitch n'en parle pas, c'est tout à son honneur, mais je trouve que ça ne nuit pas de le savoir. Cette jeune fille qui s'acharne à trouver un poste de femme de ménage de belle demeure a une raison pour ça, évidemment. Elle a un passé compliqué, voilà, je vais pas dire ce que c'est. On est prévenu dès le début, et il y a quelques séquences où, par exemple, je trouve que le jeu de Sydney Sweeney est vraiment très bon et tire le film totalement vers le haut, mais elle n'est pas la seule à le faire, hein. Vraiment les trois, le trio, parce qu'on a vraiment affaire à un trio... j'allais dire amoureux, ils sont tous excellents, c'est très bien réalisé, ça va super vite. Pour ce genre d'intrigue, c'est du bonheur parce que parfois on fait exprès de traîner en mode suspense, et non, tu t'endors. Donc bref, moi je suis resté scotché tout du long, la fin est pas du tout déceptive, et alors j'ai pas suffisamment regardé les retours pour savoir jusqu'où sont allés les débats, mais voilà l'exemple d'un film qu'on pourrait définir comme féministe et qui est totalement réussi. C'est vraiment l'antithèse de toutes les bouses là, men machin, il y avait woman truc muche là, je sais plus quoi, qui étaient des purges. Enfin, c'est que le problème c'est même pas que c'est féministe, c'est que c'est mauvais. C'est ça le problème des films féministes. Finalement il y en a toujours eu, quand même régulièrement. J'ai trouvé que c'était super bon. Et oui, homme toxique, oui, femme qui cesse pas faire, machin, mais ça peut être super intéressant, et ça l'est. Et puis c'est bon. Et puis ces mecs-là existent quand même, hein. Bon, là ça va dans des extrêmes évidemment. Très belle surprise, vraiment super belle surprise. Et encore une fois un film qui dans sa construction, alors c'est très Hitchcockien, hein, mais alors vraiment. C'est une lettre d'amour à Hitchcock. Réussi. Ça m'a fait penser à certains films des années 90. C'est-à-dire que, une fois de plus, ça fait vraiment pas mal de JV que je dis ça, de temps en temps, régulièrement, finalement. Il y a un retour, c'est complètement dingue. Ça commence vraiment à faire beaucoup de... Je l'ai déjà dit, je crois, dans le précédent, pour le Ben Affleck, ou c'était celui juste avant. Bref, ça m'arrive régulièrement, récemment. Mais oui, récemment, du coup. C'est vraiment un film qui aurait pu sortir en 98, mais totalement. Reco total. Hein. Par contre... j'ai insisté et j'ai eu tort, je me suis infligé Anaconda avec Jack Black et Paul Rudd, deux acteurs que j'adore. Alors Paul Rudd, Ant-Man, Friends aussi, pour les plus vieux d'entre vous, excellent acteur. Et Jack Black, moi je suis fan à mort au cinéma. Il me fait hurler de rire et il a joué dans beaucoup de très bonnes comédies, je trouve. Alors,
il y a un petit souci, c'est que ça, comment dire, les bons films avec Jack Black, ça devient quand même de plus en plus rare. Moi, les derniers, c'est pas génial. Mais là, il avait l'air vraiment de porter le projet. Je voulais y croire. Je trouvais le pitch assez mignon, quoi. Je vous le fais tout de suite d'ailleurs. Doug et Griff, deux meilleurs amis d'enfance, ont toujours rêvé de faire un remake de leur film préféré, le classique du cinéma Anaconda. En pleine crise de la cinquantaine, ils décident de se lancer et voyagent au cœur de l'Amazonie pour commencer le tournage. Voilà. Avec d'ailleurs, du coup, un genre d'éleveur d'anaconda. Ah, c'est super drôle. Alors il y a quand même c'est super drôle. En fait je me trahis parce que le film est nul, hein, je précise. Mais il y a quelques éléments, oui bien sûr que c'est drôle. Il y a des scènes qui sont marrantes en fait. Mais ça ne suffit pas du tout à sauver le film. Jack Black est bon, hein, de toute façon lui en tant qu'acteur je l'ai jamais vu mauvais, mais bon avec des répliques médiocres, tu t'en fais pas de l'or quoi. Et là si j'ai pu comprendre en plus qu'il est partiellement responsable puisqu'il est très impliqué dans ce film. Donc l'intrigue, le pitch est génial je trouve, mais malheureusement ça s'enlise super vite. Au bout de 3/4 d'heure, c'est beaucoup trop tôt. T'as l'impression qu'ils ont plus trop d'idées et que du coup le scénario devient ultra fainéant, prévisible, même les vannes, il y a des caméos de stars, bon je veux pas vous spoiler mais tu t'en bats les steaks parce que c'est pas bien écrit, c'est pas bien amené, alors que ça aurait pu être génial. C'est vraiment dommage parce que je pense que s'ils avaient été plus inspirés, ça aurait pu donner un film déjanté. Et une fois de plus, tout n'est pas à jeter. Il y a quand même des trucs très drôles. Vers la toute fin, c'est assez fun, un peu irrespectueux, mais au final, ce n'est pas un bon film. Voilà. Donc de grosses déceptions, hein, parce que moi je me faisais une joie de me détendre et de me marrer. Alors oui, j'ai gloussé de temps en temps, mais le bilan, il est pas bon. Idem pour Greenland Migration, Greenland 2 du coup. J'avais bien aimé le 1, je l'avais défendu en JDV d'ailleurs, sans crier au chef-d'œuvre, hein. Mais j'avais quelques potes youtubeurs qui l'avaient bien tabassé, et moi non, j'avais passé un très bon moment. Alors par contre j'ignorais que ça avait cartonné au point de financer une suite. Bon, mais pour moi c'était une bonne surprise, même si ce qui faisait toute la puissance du premier c'était le compte à rebours. Donc là je voyais mal qu'est-ce qu'il va raconter quoi du coup, d'aussi passionnant. Je voyais pas, eux non plus visiblement. Donc on retrouve Gérard Butler et Morena Baccarin. Moi j'aime beaucoup cette actrice. Lui, je le kiffe aussi en fait. Hein. Bon, c'est pas un acteur extraordinaire, mais moi je l'aime bien. Voilà. Je vous fais le pitch. Après l'impact dévastateur d'une comète qui a réduit la Terre en ruine, la famille Garrity est forcée de quitter le bunker de Groenland et doit partir rejoindre un cratère forgé au sud de la France. Voilà, donc tout un road movie, un périple, quoi, enfin péripétie, tout ça, machin. Alors péripétie, bof. Scénario ultra classique, hein, mode post-apo, machin. Très fainéant à l'écriture et incroyablement prévisible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mais au bout de 50 minutes, je me suis dit, si les prochains événements, c'est ils font ça et il se passe ça et à la toute fin, il y a telle chose, quoi. Vous avez vu comment je suis doué pour faire des phrases entières sans rien divulguer? Oui, c'est magnifique. Je serais hyper déçu et c'est vraiment qu'ils se foutent de notre gueule. Et c'est exactement ce que je voulais pas voir. Donc je vous spoil pas, mais la fin, c'est une insulte à votre intelligence. Sincèrement, c'est ridicule. C'est super niais en plus. Bref. Alors bon, ce n'est que mon avis, hein. J'imagine que voilà, il y en a qui vont trouver que c'est très correct. Moi non. Faire ça servait vraiment à rien, quoi. Il fallait mieux rester sur les souvenirs de ce premier film qui était quand même assez impactant. Voilà, celui-là je vous le déconseille carrément, hein, je le dis sincèrement. Anaconda et Greenland Migration sont ratés tous les deux, sans être irregardable, mais c'est vraiment de la perte de temps. Pour continuer sur ma lancée euphorique, hein, on va pas se mentir, Grizzly Night, alors là, celui-là j'ai trouvé sur un site Corsair, je ne sais pas du tout si ça sort, quand ça sort en France, enfin en VOD je pense, hein. Ça m'étonnerait que ça sorte en salle. C'est le premier film d'un jeune réal, j'ai noté son nom par respect, même si on va voir que, est-ce qu'il le mérite vraiment, je ne sais pas. Burke Doran, inspiré d'une dramatique histoire vraie. Alors moi c'est un peu ça qui m'a branché, enfin même si les films d'horreur je suis ultra tolérant, ultra curieux. Le 12 août 1967, dans l'immense parc national de Glacier dans le Montana, après presque 60 années sans aucun incident, le même soir, à une dizaine de kilomètres de distance, deux attaques mortelles
mortels de grizzly vont se produire. Alors j'ai vérifié, c'est dingue, je ne sais pas. Alors on n'a jamais compris pourquoi ça s'est passé, quoi. C'est vraiment étonnant. Mon gros reproche, le film est pas moche, hein. D'ailleurs il y a une très belle photo, des plans, alors c'est tourné c'est dans des lieux, c'est somptueux, à vivre les drones, hein. Maintenant même avec des tout petits budgets, tu peux faire des séquences aériennes somptueuses de paysages, décors magnifiques, enfin tout est réel, énorme bon point. Même si, du coup, on y gagne et on y perd, mais je préfère que le choix qu'ils ont fait. Ce sont de véritables ours qu'on voit. Il n'y a pas de CGI, je pense qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ça proprement, et qu'ils ont eu l'intelligence, du coup, de ne pas le faire. Donc ce sont de véritables ours, enfin, grizzly, normalement. Alors le grizzly, j'ai vu, ça a la distinction par rapport à l'ours brun, notamment, c'est pas forcément que c'est plus grand, même si le grizzly est à la base immense, c'est qu'il a une sorte de bosse un peu sur le dos, et une protubérance au-dessus des yeux, en fait. Un peu comme des sourcils, quoi. Voilà, c'est passionnant, mais presque. En tout cas, vous le saurez. La prochaine fois que vous irez en forêt, vous vous retrouverez nez à nez avec un ours. Vous regarderez. Alors bon, les grizzlies, c'est surtout Canada, apparemment Amérique du Nord et Japon, j'ai vu. Bref, on risque pas trop d'en croiser ailleurs. Quoi qu'il en soit, du coup, les scènes de grizzlies qui surgissent, gueulent, se dressent, etc., sont extrêmement spectaculaires parce que ce sont de véritables bestioles qu'on voit. Et là, il n'y a aucun doute. Hein. Et je trouve ça génial parce que le film est censé être sérieux. Alors je vais y revenir un peu plus tard pourquoi. Malheureusement, il se prend les pieds dans le tapis, mais c'est une histoire vraie. Il y a des morts. Enfin, voilà quoi. Et là, tu vois la bestiole et tu te dis putain, effectivement, un coup de patte, un coup de croc. Nous, on est des crevettes. Enfin, c'est-à-dire que oui, la mort, elle arrive extrêmement vite. Enfin, bref. Donc tout ça, c'est des très bons points. Oui, je disais, ça a son prix. C'est-à-dire que par exemple, les attaques, on les voit pas. Du tout. Enfin, on les voit pas. C'est hors champ, c'est ça que je veux dire. C'est absolument hors champ. Il n'y a aucune scène, ils n'ont pas pris de risque. Hein. Il n'y a aucune scène où il y a un vrai grizzly qui fait semblant de mordre une personne. Donc c'est des champs contre champs avec la personne cadrée très serrée qui fait ah, et puis éventuellement un bout du grizzly qui gigote. Enfin, mais il n'y a aucun plan large, ou même pas large, mais aucun cadrage où on voit vraiment l'animal sur la personne. Donc bon, ça peut être un peu frustrant parce que ça prive un peu de l'horreur, enfin l'impact de ces attaques notamment. Moi je trouve ça très très grave, ce qui est beaucoup plus grave. Et là c'est vraiment dommage parce que c'est une histoire donc ultra sérieuse. Il y avait matière à faire un petit film bien dur, quoi, bien premier degré, sérieux, sombre, etc. Et au casting, on a pris des acteurs et actrices de slasher teen movie et ça ne va pas du tout, et même au niveau de la narration, enfin au niveau du scénar, en fait les dialogues, hein, tout ce qui a été brodé, parce que sur les faits j'ai vu, ils sont ultra fidèles, hein, ils en ont pas rajouté, donc inspiré de faits réels, ce que tu vois a eu lieu, ce qui évidemment est totalement romancé, c'est d'abord les relations entre les groupes, et puis quelques petites scènes, voilà, où c'est évidemment brodé, pas très grave, mais le ton, c'est médiocre. On se croirait dans Vendredi 13, enfin, mais c'est pas bon. Et t'es ni effrayé, ni ému, ça c'est vraiment dommage, parce que on voit que tu es censé l'être, alors effrayé évidemment, mais même ému, quoi, ça devrait te bouleverser en fait. Il y a certaines séquences, tu regardes ça et en fait les personnages sont tellement mal travaillés, tellement mal joués, enfin je sais pas comment dire. Donc voilà, c'est pas bon. Tu te fais un peu yesh. Et sans être irregardable à nouveau, hein, je vous le dis, hein, quand je trouve qu'un truc c'est vraiment faut tirer la chasse, là non, hein, en plus c'est un tout petit budget, les intentions sont bonnes sur ce projet, mais au final c'est pas un bon film malheureusement, et le plus flippant, sincèrement, hein, c'est le générique de fin où tu as toutes sortes de messages qui apparaissent sur l'écran, où on te dit ce qui s'est passé, et les conséquences, parce que ça a eu des conséquences, ce double drame. Donc il y a eu des lois qui ont été modifiées, des règles qui ont été créées sur les randonnées, les machins, les trucs comme ça. En tout cas voilà, je vous laisse décider. Moi je regrette pas de l'avoir vu, mais parce que l'histoire est dingue, mais c'est pas génial.
Voilà. Et je termine avec 2 gros coups de cœur. Alors le premier, c'est un peu bizarre de dire que c'est un coup de cœur parce que c'est réellement ignoblissime. Il s'agit d'un documentaire sur Paramount+, il me semble, ou enfin ça dépend des pays en fait. C'est Paramount+, Amazon. En France, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore sorti du tout. Moi, je l'ai chopé parce que j'étais très curieux de le regarder, mais pas en France. Il s'agit de Handsome Devil, Charming Killer, une série documentaire donc consacrée à Wade Wilson. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, ce jeune homme qui a défrayé la chronique il y a quelques années, qu'on appelait le tueur Deadpool, à cause de son nom, c'est son véritable nom en plus, et aussi de ses tatouages, les tatouages qu'il s'est fait sur le visage, de ça, comment dire, soi-disant beauté, enfin voilà, oui, totalement, dont il s'est servi d'ailleurs durant sa courte vie, enfin sa jeune vie, et une des spécificités, c'est que il a provoqué sur internet un phénomène digne d'un boys band, c'est-à-dire que on a eu des milliers, j'allais dire de jeunes femmes, mais non, ça allait vraiment de l'ado effectivement jusqu'à la personne âgée, je pense, qui se sont amourachés de lui, lui ont écrit des lettres d'amour, lui ont envoyé de l'argent, mais ça va aller très loin, faisait des cagnottes en ligne et le défendait bec et ongle sur les réseaux durant son procès. Alors, de quoi est-il coupable? Alors, sans vous spoiler, moi j'ai découvert beaucoup de choses en regardant ce docu, je crois que c'est en 3 parties de 50 minutes, un truc comme ça, donc ça se regarde assez vite, et c'est très spectaculaire, moralement je veux dire. Oui, il a été reconnu coupable des meurtres de Christine Melton et Diane Ruse en 2019. Je précise que tout cela a eu lieu le même jour et que sa petite amie de l'époque a miraculeusement échappé à la mort, mais il aurait dû y avoir 3 victimes ce jour-là. C'est incroyable, et ce mec est tellement malaisant, sincèrement, moi je le recommande, mais alors à fond. Par contre, je précise, c'est ultra dur, quoi. Ultra dur moralement. C'est pas tellement que les crimes sont particulièrement ignobles, je vous laisse la surprise, mais voilà, un crime c'est ignoble de toute façon, mais genre que là c'est pas par ça, par la façon dont il a tué, qu'il est devenu célèbre, parce qu'aujourd'hui il est encore extrêmement célèbre, mais sa personnalité. On a beaucoup d'images, alors ça c'est génial parce qu'on a beaucoup d'images, c'est édifiant, et on a des témoignages, donc notamment de certaines de ses groupies et de son ex-compagne, qui a miraculeusement échappé à la mort ce jour-là. Et je précise quand même que ce mec-là actuellement, depuis donc quelques années, il est dans le couloir de la mort, mais là la justice américaine, son avocat fait traîner, lance des procédures, bref, vous connaissez sans doute un peu comment ça peut se passer parfois, donc normalement, c'est pas demain qu'il va être exécuté, mais il a été condamné à mort quand même. En tout cas, si jamais dans quelques temps ça sort, parce que par contre c'est un triomphe ce documentaire. Aux États-Unis, ils en parlent partout. Ça a eu d'énormes chroniques dans les presses pro, etc. Donc puis bon, Paramount+, je pense que ça va arriver dans pas très longtemps. Si vous voyez passer ça, Handsome Devil, Wade Wilson, moi je vous le recommande totalement. Par contre, c'est dur, et c'est vraiment un cas où ça montre que il y a une nana à un moment, je sais plus si elle est avocate ou journaliste ou psy, qui essaye d'expliquer pourquoi c'est typiquement féminin ce phénomène en fait des nanas qui tombent amoureuses de connards. Enfin, c'est au-delà des connards, c'est vraiment de monstres. Sincèrement, d'ailleurs il le dit, il dit moi si je sors, c'est clair que je retue des femmes. Enfin. Et les meufs, elles trouvent ça sexy. Ouh là là, il est trop bad boy. Enfin, c'est ultra hoche. On n'a pas trop d'explications pourquoi c'est comme ça. Et je vais conclure avec le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis le changement d'année. Exit 8, adapté d'un jeu vidéo dont j'ignorais l'existence carrément, puisque vous savez que les jeux vidéo et moi, ça fait 12. Et que certains d'entre vous m'ont recommandé, d'ailleurs. Je vous en remercie parce que alors là j'étais carrément pas prêt, je l'ai vu hier soir pour tout vous dire, je m'en suis toujours pas relevé. Alors je vous fais le pitch qui est très court et c'est très bien. Un jeune homme, je précise, se retrouve piégé dans un couloir du métro. Il cherche en fin de journée. Il cherche la sortie numéro 8 pour la trouver. Ouais, mais alors là, ce pitch est bizarre. Bon, bref. J'aime pas trop la façon dont c'est rédigé. On a un jeune homme qui, est dans le métro, s'apprête à prendre les couloirs pour sortir. On comprend qu'il va pas très bien. Il y a une ex à lui, en fait, une jeune femme qui essaie de le joindre.
et on va capter que c'est une histoire compliquée entre eux et qui n'est pas finie. Il va, au détour d'un couloir, se retrouver piégé, on pourrait dire. Il ne parvient pas à s'extirper d'une sorte de boucle maudite de couloir. Alors, au moment où il prête un peu attention, il va constater qu'au lieu d'avoir sur les murs du couloir un panneau d'indication classique, il y a les règles d'un jeu dont il est la proie, quoi. Alors les règles, effectivement, ça ils les mettent apparemment dans le pitch. Il faut trouver la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. Si on en voit une, il faut faire immédiatement demi-tour. Si on n'en voit aucune, on doit poursuivre notre chemin. Et si on se trompe, on est renvoyé immédiatement au point de départ. C'est absolument extraordinaire. En fait, je vais vraiment essayer d'en dire le moins possible parce que... moi je savais quasi que dalle et wow. Alors je peux quand même dire que ça m'a fait penser évidemment, enfin je pense que j'ai pas eu le temps vraiment de regarder les retours, je pense qu'ils sont très bons parce que le film est remarquable. Moi ça m'a surtout rappelé dans le concept Triangle que j'avais adoré. Je pense que beaucoup de gens vont parler de Cube. Moi Cube j'avais beaucoup aimé le premier, mais moins que Triangle. Triangle que j'ai d'ailleurs, c'est vraiment pour moi un immense petit film. Et ben là, Rebelote, Exit 8, c'est de la maestrie. À l'écriture, c'est parfait. L'acteur, mais enfin tous, hein, il y a peu d'acteurs, mais quand même. Alors le jeune homme qui joue le rôle titre, qui porte tout le film sur ses épaules, quoi. Il est remarquable. On est vraiment avec lui. On a l'impression d'être derrière lui, derrière son épaule, et de scruter à chaque tournant. Bordel, est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et c'est tellement bien dosé. Parce que donc c'est un jeu de paranoïa du coup, tout le film. Le film d'ailleurs qui dure je crois 1h40, enfin il n'est pas très long et c'est parfait, même la durée est parfaite. Mais on est comme lui, on scrute les trucs, et moi d'ailleurs il y a un moment où avant lui dans le film, j'ai repéré une anomalie et les quelques secondes, peut-être une minute même, parce que ça dure, hein, où lui ne s'en rend toujours pas compte, j'ai été mais en PLS de ouf. Et j'étais là, mec, putain, regarde. Du coup, alors je peux pas dire que ça fasse peur, c'est pas son but, enfin ça met très mal à l'aise, et ça par contre ça y parvient remarquablement. C'est un film d'horreur, hein, clairement, mais pas d'horreur dans le sens tu vas faire des cauchemars et tout, c'est horreur, c'est moi, ça te met mal quoi, et c'est cauchemardesque. Alors par contre ce qui se passe est totalement cauchemardesque. J'ai adoré, immense coup de cœur. Je peux pas vous parler, c'est typiquement le genre de film où il va y avoir, il y a peut-être déjà plein d'articles du genre la fin expliquée. Parce qu'on a une fin qui te... Alors pour moi elle est quand même assez claire, mais voilà, faut l'interpréter en fait. Je peux pas le faire là parce que c'est du spoil, hein. Si je vous donne mon interprétation de la fin, bah... bref. Mais voilà, évidemment c'est une métaphore, enfin tout ça c'est très métaphorique. Même dès le pitch, hein, on comprend que il y a un parallèle avec l'existence comme purgatoire, enfin comme... Et puis aussi les choses qui n'ont pas de raison et qui nous... C'est comme un tapis roulant en fait, c'est-à-dire tu crois que tu avances dans ta vie, mais en réalité, toi tu avances, sauf que tu es sur un tapis roulant, donc en réalité tu fais du surplace en fait. C'est passionnant, il y aurait beaucoup à dire, grosse reco, hein, foncez dessus dès que vous en avez l'occasion. Moi je préfère, ça c'est typiquement le genre de film que je préfère voir à la maison, la nuit, tout ça, comme je l'ai fait d'ailleurs. Plutôt qu'en salle, avec d'autres gens, avec les pop-corn. Après, on sait que dès qu'on va sortir, là l'immersion pour moi, mais c'est pour moi, hein, c'est très personnel. Hein. Vous savez que j'adore l'expérience évidemment de la salle de cinéma, mais vous savez aussi si vous me suivez depuis un petit moment que pour les films d'horreur, c'est l'exception. Tous les films d'horreur que j'ai vus en salle de cinéma, ils m'ont fait tous moins peur. J'ai été moins impacté, j'ai été moins en immersion que à chaque fois que je les ai découverts, beaucoup par le vidéoclub quand j'étais jeune. Et la location de VHS, etc. chez moi, ou même par la suite en VOD, ou des choses comme ça, et où tu es... enfin, moi, je m'enferme dans le noir. Et ben, c'est fini pour la sélection, et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Oui, alors, avant d'enchaîner avec les questions, je vous confirme, parce que je vais avoir quelques remarques, que je me suis coupé les cheveux, parce que là, ça devenait vraiment compliqué. Donc voilà, fin de la parenthèse. Alors j'ai eu deux réactifs. Je devrais créer une section réactif, peut-être. Vous êtes bien. Madonna était plus populaire que Prince. Vous avez été un ou deux à me l'écrire. Et je suis totalement d'accord avec vous, bien évidemment. De toute façon, les chiffres ne laissent aucune place au débat. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que Prince avait eu, ce n'est que mon avis, hein, plus d'impact. Il a plus... comme Michael Jackson et Prince ont eu beaucoup plus d'impact sur la pop culture, le monde de la musique que Madonna. Mais ce n'est que mon avis. Pourquoi? Je l'expliquais dans la vidéo précédente, c'est parce que Madonna n'a eu d'influence que sur les chanteuses. Voilà. Comment dire, c'était mon opinion, hein. Voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent complètement différemment. Mon impression, c'est celle-là. Par contre, j'ai pas dit, enfin, je ne voulais pas dire du tout que Madonna avait vendu moins d'albums que Prince, parce que je crois que c'est... Enfin, Prince, faut pas se leurrer. Prince, c'est une légende, enfin, oui, c'est une légende quand même.
Mais la dernière fois que j'ai regardé les chiffres de vente de Prince, c'était un peu moins de 150 millions d'albums vendus, ce qui est énorme. On parle quand même de Prince. Mais Madonna, c'est plus de 300 millions, ça c'est certain. Plus du double. Voilà. Mais on peut vendre énormément de disques comment dire, être moins game changer. Je sais pas comment enfin si, je l'avais fait dans le précédent JDV. Voilà. Ah oui, alors incroyable. Il y a une personne parmi vous qui m'a écrit un message en réaction au message d'un autre abonné, j'espère que je suis clair, qui cherchait ce film J'ai tué mon père et que j'ai trouvé nulle part, etc., etc. Je vous lis son message. Pour le film J'ai tué mon père, la personne s'est peut-être trompée et aurait voulu parler de J'ai tué mon fils. C'est un film sur la drogue, en effet, la descente aux enfers d'un adolescent et l'impuissance de sa famille face à sa déchéance. Pour ma part, je crois l'avoir vu à l'époque dans une émission du genre Les Dossiers de l'écran. Et donc j'ai cherché ça, j'ai tué mon fils, et en effet, ça date de 78 et ça a été diffusé en France, j'ai l'impression, au tout début des années 80, donc là ça colle complètement, même le pitch colle complètement, donc j'espère que tu regarderas ce JDV, toi qui me posais la question. En tout cas, merci infiniment à la personne qui m'a envoyé ce message, parce que du coup je l'ai cherché, parce que moi ça me disait rien du tout. Alors ça me dit rien toujours, mais par contre je l'ai récupéré, parce qu'on le trouve très facilement. Donc j'ai retrouvé, je l'ai téléchargé, et je vais le regarder. J'ai vu qu'aux États-Unis c'est culte. Voilà, donc téléfilm culte. Donc j'étais bien content. Puisque l'on parle des séries made in HBO, je me sens obligé de te demander si tu as vu Deadwood, qui est ma série préférée all time. Oui, mais je l'ai pas poursuivi parce que western, machin. Mais c'est voilà, ça veut évidemment pas dire que c'était pas bien, et c'était très bien d'ailleurs dans mes souvenirs. C'est juste que c'était une ambiance, voilà, ça m'a pas touché, ça m'a moins parlé. C'est un peu comme la série de Sheridan, la 1800, je sais plus quoi. Ça me parle moins, voilà. Mais c'est le style, hein. C'est comme si tu dis, j'aime pas les séries de science-fiction. Bon, bah, je vais t'en citer 2-3 fabuleuses, mais tu vas me dire, bah oui, mais à la base, je suis pas très fan des séries de science-fiction. Tu nous proposes souvent des pépites, comment fais-tu pour les dénicher? Bah, je vais sur des sites corsaires, donc. Comme je suis tellement curieux, en fait, c'est comme quand j'étais ado et que j'allais au vidéoclub et que je regardais toutes les jaquettes. Et ben là, en fait, c'est ce que je fais régulièrement sur les sites étrangers, hein, la plupart du temps. Il y a 1 ou 2 sites français où je vais. Mais les pépites que je trouve depuis que j'ai ma chaîne, mais même en fait j'y allais déjà avant évidemment, ce sont des sites anglo-saxons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films que je vois et où c'est anglais tout court, sans sous-titres ou avec des sous-titres anglais. Mais du coup il n'y a pas ni de VF ni même de VO sous-titré au moment où moi je les découvre, pardon. Souvent plus tard ils apparaissent sur des sites français. Donc voilà. Je viens de voir God Bless America de 2011. Je ne sais pas si c'était une de tes recos, mais j'ai adoré cette comédie vraiment trash à la Tuernay. J'ai adoré God Bless America, que j'ai découvert il y a 2 ans je crois, et j'en ai parlé vraiment, mais enfin je vous l'ai recommandé très lourdement à l'époque. Je sais plus dans quel JDV, c'est dans un JDV c'est sûr. Alors je l'ai adoré. Je l'ai trouvé remarquable, drôle mais cruel, surtout très intelligent, incroyablement bien joué. Si vous n'avez pas vu ce film, enfin si vous avez raté le JDV où je vous en ai vraiment bourré le mou d'éloges, God Bless America, chef-d'œuvre même, quand même pour moi. Dans son genre très particulier, chef-d'œuvre. Et la fin ultra satisfaisante. Même sur sa conclusion, il ne s'est pas viandé. Quelle est ta relation aux Smashing Pumpkins? Désolé si on t'a posé la question récemment. Je pense notamment à leur album Melancholy and the Infinite Sadness. On m'a posé la question, mais pas récemment, c'était il y a longtemps en JDV. Les Smashing Pumpkins, j'ai découvert avec cet album justement, Melancholy and the Infinite Sadness, qui a été pendant longtemps un de mes albums préférés que j'écoutais, mais en boucle. J'avais même, enfin je les ai toujours, tous les maxi CD, je me souviens, parce qu'ils avaient des inédits. Donc les inédits, c'était des chefs-d'œuvre, comme tous les titres de ce double album incroyable. Et par la suite, j'ai décroché. J'ai beaucoup moins aimé, et ensuite j'ai plus vraiment écouté. Je m'en suis désintéressé, et puis j'ai développé une petite irritation par rapport à la tonalité de chant de Billy Corgan. Ça m'avait fait ça avec Brian Molko de Placebo. Ce chant très nasillard, c'est fait exprès bien évidemment, mais tout d'un coup ça m'a un peu tapé sur les nerfs. J'avais pas trop de plaisir à écouter ce chant en fait. Alors ce double album c'est une tuerie, pour moi c'est un des chefs-d'œuvre des années 90, mais vraiment hein, au même rang que In Utero de Nirvana, enfin ou Nevermind, peu importe, mais c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu un documentaire Canal Plus sur Antoine Decaune en 4 parties, topissime. As-tu été un enfant du rock? Ouba Ouba, Sex Machine, Rapido et de l'humour de nulle part ailleurs? Ouais, bien sûr, moi j'étais en plein dedans. Hein. Alors les enfants du rock, le samedi soir je découvrais des clips, des images inédites de mes idoles. Alors Michael Jackson, Prince,
mais aussi Cure. Il y avait Motley Crue, c'est avec les Enfants du Rock que j'ai découvert Motley Crue, Looks That Kill. Diffusé en exclusivité dans les Enfants du Rock un soir. Les Enfants du Rock plus que tout, vraiment. Alors Philippe Manœuvre aussi, surtout quand même pour l'époque, enfin pour les Enfants du Rock. Wawa, je m'en souviens, mais pas très bien. Sex Machine, je regardais tout le temps. Rapido, j'aimais beaucoup, mais c'était beaucoup plus tard Rapido. J'étais jeune adulte, je crois, ou fin d'adolescence. Mais j'aimais bien. Le ton était génial, les petits docus, les petits reportages. Il y avait des trucs super drôles, mais c'était moins musique, Rapido. C'était pop culture. Donc ça me parlait un tout petit peu moins. Nulle part ailleurs, les premières années, j'étais ultra fan. Et c'est là que Antoine Decaune, il me faisait pleurer de rire. Avec l'autre, là, Garcia, là, j'en pouvais plus. C'était vraiment... mais bon, c'était Philippe Gildas quand il était lui-même pas si vieux que ça, finalement. Voilà, j'ai décroché par contre. J'ai décroché très vite de Nulle part ailleurs. Enfin, très vite, à la fin des années 90. Peut-être même avant. Non, qu'est-ce que je raconte bien avant. Mais enfin, en tout cas, pendant 10 ans, enfin, les grandes années, j'étais ultra fan, effectivement. As-tu vu La Sanction avec Eastwood, avec Cliffhanger? C'est mon film d'action préféré en montagne. Oui. Alors, c'est drôle parce que je l'ai revu l'année dernière, d'ailleurs, La Sanction. Bah, j'aime toujours autant. Eastwood au top. Connais-tu les films de Strangers? Ah oui, film d'horreur fait sérieusement et sans comique. Oui, alors je les connais bien, je les ai presque tous vus. Je sais que les 2 derniers, qui sont sortis d'ailleurs, pas coup sur coup, mais presque, j'ai pas pu les regarder. C'est-à-dire que je les ai stoppés à mi-chemin, tellement c'était de la merde, pour moi. Par contre, le tout premier de 2008, je l'aime beaucoup. C'est le seul de toute la série que j'aime. Mais tant pis pour moi. Par contre, ouais, celui de 2008, je précise bien, moi il m'a plu. Il m'a beaucoup plu. Après, je l'aurais aimé en one shot. Déjà, je trouvais que c'était une mauvaise idée de le décliner. Déjà, les suites, je trouvais que c'est une mauvaise idée. Les reboots, le remake, machin, enfin, pseudo spin-off. C'est de la merde. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très dommage et que rien de bon n'en a été tiré. Même si, oui, il n'y a pas d'humour, mais c'est tellement médiocre que, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais le premier, en tout cas, gros coup de cœur. Pour les 40 ans de Poison, la tournée est annulée suite aux exigences de Bret Michael. Dommage, j'ai aimé leur concert à Saint-Louis filmé. Moi je suis évidemment, de toute façon je suis abonné à tous les trucs de Rago, Heavy Metal, voilà, Metal Sludge, Blabbermouth, enfin tous les trucs. Donc je suis au courant de toutes ces histoires entre Ricky Rocket et Bret Michaels. Alors j'ai vu qu'il avait nié cette histoire de cachet disproportionné pour lui, enfin où il exigeait d'être payé 6 fois ce que tous les autres membres du groupe toucheraient éventuellement. Bref, bon, et là j'ai vu d'ailleurs il y a 2 jours il a fait un message en disant je supplie les membres de Poison de garder nos conversations privées. Le mec il n'en peut plus en fait de dire des trucs au téléphone et que le lendemain le mec il fait des il fait des posts Instagram en disant Bret Michaels m'a dit ça, non mais franchement, bon, keep it private, quoi. Alors Bret Michaels, il dit, on va, du coup, pour les 40 ans, c'est mort, effectivement, bah, bon, clairement par sa faute, Du coup, il propose, apparemment, il dit, non mais là, on est en train d'organiser un truc pour les 41 ans du groupe, ce qui est complètement ridicule, évidemment. Donc l'année prochaine, 2027, et on appellera ça 40 plus 1, tellement drôle, enfin 40 plus 1, parce que sinon c'est 40 plus 1, putain. Alex, je trouve que tout ça c'est triste, clairement ils ne s'entendent plus entre eux, Les raisons de remonter sur scène ensemble seront exclusivement financière. Moi, je souhaite que Bobby Dole, Ricky Rocket, Cécile Deville gagnent des sous. Enfin, donc moi, pour eux, en fait, je suis content s'il y a une tournée l'année prochaine. Mais Bret Michaels, il a un peu cassé, il a ruiné la fête, je sais pas comment dire. Il vieillit pas bien, non, je trouve, dans sa tête. Ce n'est que mon avis. Alors par contre, ça n'enlève rien au talent. Et là, à une époque où beaucoup d'anciens chanteurs de métal ont perdu toute leur voix et donnent des concerts catastrophiques. Bref, Bret Michaels, c'est très correct. Moi, j'ai vu ces tournées en solo, donc avec son groupe à lui, ça va carrément, sincèrement. Dans les séries années 80, j'ai revu Matt Houston, rien que le générique est génial. Oh putain, mais j'adorais Matt Houston, j'en avais parlé d'ailleurs quand j'avais mentionné mes séries préférées d'enfance. Tu vois, je lis ton commentaire et j'ai le générique de Matt Houston dans la tête. La musique, je vais pas vous la faire parce que je suis gentil. J'adorais Matt Houston. Moi, je préférais Matt Houston, par exemple, Rick Hunter. Rick Hunter a eu beaucoup plus de succès, mais tandem mec un peu macho, mais finalement, enfin en réalité faux macho, et nana qui se laisse pas faire et qui est vraiment maline, etc. Je trouve que le tandem de Matt Houston fonctionnait mais trop bien. Et ils étaient très drôles les deux, la façon dont ils se vannaient, ils se taquinaient. J'adorais cette série, putain, tu me donnes envie de la revoir. Team Lady Gaga ou Taylor Swift, désolé, oui, là, effectivement, il n'y a pas trop de suspense. Bravo pour Pif et les vidéosets, tu dois avoir aussi des Hard Rock Magazine des années 80-90. Oh oui, alors je vais pas vous faire des vidéos feuilleton magazine avec des magazines de heavy metal parce que je pense vraiment que ça intéresse très peu de gens. Par contre, je te confirme que j'en ai beaucoup, effectivement. Allez, je vais te montrer, attends.
tu vas rigoler. Alors j'ai reculé pour faire un petit peu de place. Je vais te les passer vite fait. Je crois que j'en ai quelques-uns en double. Ne me demande pas pourquoi, comment, je ne sais pas, je sais même plus. Hard Force avec Rat. Ça c'est les Hard Force, hein, clairement. Nikki Sixx. Kiss. Toute une époque. Wasp. Chaque mois c'était les tremblements d'impatience en allant voir si le nouveau numéro était sorti. Est-ce que sur le nouveau numéro il y avait un artiste que j'adore ou est-ce que j'allais être déçu. Ah bah tiens, celui-là je l'ai en double. Ah, c'est bizarre. Je l'ai en double mais c'est pas la même texture de couverture. Bizarre. Là par exemple tu vois Scorpion, j'étais hyper déçu. Ah merde Scorpion. Mais bon. Mais il y avait toujours des trucs en petit. Voilà, White Snake, Foreigner, ben, voilà, il y avait toujours Motley Crue. Donc j'achetais tout le temps. J'achetais quand même. Aïe aïe aïe. Ah, Def Leppard, White Lion. J'adorais White Lion. Ah, là par exemple j'étais dégoûté. C'est quoi ce bordel? Iron Maiden. Encore Bon Jovi. Ouh, je vous montre cette magnifique pub pour Cinderella. Trust en couverture. Aïe 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 aïe. Ah là, Anthrax, je déteste. Là, c'est un peu le bordel avec Odo. Une magnifique publicité pour le best-of que je vous ai d'ailleurs recommandé dans ma vidéo spéciale Kiss, Smashes, Trashes and Hits. Ah, là on passe à Hard Rock Magazine. Ouh, avec une pub pour le... Alors là, c'est vraiment un groupe méconnu, mais dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale Hard Rock, Shy. Et j'adore ce groupe. Shy, groupe anglais. D'ailleurs. Là, Ozzy. Là, j'en ai vraiment pas mal quand même. White Snake. Alors, cette pochette-là, je l'adorais. Enfin, cette couverture. Hein. David Lee Roth. J'étais ultra fan de David Lee Roth, période Hit 'Em and Smile et Skyscraper. Lita Ford. Wasp. Alice Cooper. Magnifique, magnifique photo. Ça s'appelle une photo. Putain, mais... Oh là là, encore Scorpion. Ah, je devais être vénère. Putain, mais même les pubs pour les clubs, elles sont trop belles. Putain, ces années-là, franchement... Bref. C'est belle photo. C'est... Bon, alors, le produit te tue. Mais est-ce que bon... Il a rend... voilà, et je crois que je t'ai à peu près tout sorti. Donc, il y en a, effectivement, j'en ai beaucoup. Enfin, et ah putain, mais j'en ai oublié parce que j'en ai là aussi. J'ai des hors-séries de Kiss, tout ça. Et de Guns aussi. Oh, attends. Ouais, j'avais des... Mais j'en ai d'autres. Putain, où est-ce qu'ils sont des trucs comme ça, genre des hors-séries. Là, c'est sur Guns. Et là, c'est sur Kiss. Tourner comme ça, d'ailleurs. Donc, bref. As-tu vu Infinite sur Prime avec Mark Wahlberg? Ouais, je l'ai vu, mais j'ai pas aimé. J'avoue, pour moi, c'est un film de Antoine Fuqua. Fuqua, je sais jamais si on dit Fuqua ou Fuqua. J'avais trouvé c'est mon avis évidemment, j'avais trouvé le scénario assez mal écrit et plein d'incohérences, enfin trop ambitieux en fait. Et je crois que ça marchait pas. Enfin, et puis c'était pas fluide. Enfin non, en fait, moi j'ai pas aimé. Et mais j'ai souvenir que, parce que j'adore Mark Wahlberg, que je m'étais dit bah mince, bof quoi. Ce qui s'est passé quoi. Parce que t'y crois pas vraiment. Enfin, pour moi, hein. Alors je peux pas dire que c'est un mauvais Antoine Fuqua, mais que c'est vraiment exagéré quand même. Mais c'est sans doute un de ceux que j'aime le moins du réel quoi. Niveau film, les années 90 ne seraient-elles pas en train de faire un retour? Ah bah c'est exactement. Oui, mais enfin oui, ça reste anecdotique hein. Mais ça fait super plaisir. De toute façon, on a assisté à un truc là, avec le wokisme et plein d'autres trucs, la cancel culture, le révisionnisme aussi. Hein. Le révisionnisme, je veux dire, par rapport aux vieux classiques. Enfin, je vous ai lu la déclaration de Spielberg qui s'excusait d'avoir, charcuté E.T. pour le faire entrer dans les codes de l'époque où il s'en est occupé. Et finalement, c'est un peu aussi ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Pour même Disney censurait ses œuvres pour pas offusquer. Enfin,
c'est catastrophique, éthiquement. Et j'ai l'impression que c'est en train de passer, mais alors pour rester très 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 prudent, mais qu'on revient à quelque chose d'un peu plus sain, et en termes de paranoïa, je veux dire. Donc ouais, c'est vrai, comme je disais en intro de vidéo d'ailleurs, que il y a quand même régulièrement des œuvres où on se dit... on a la sensation de se libérer un peu, créativement parlant, je veux dire, de tout ce qu'a pu dénoncer Bret Easton Ellis, par exemple, dans White, voilà, au niveau de la cancel culture, de ce qu'on appelle, mais ça ne veut plus rien dire, le wokisme, etc. Donc voilà, et je m'en réjouis, bien évidemment. En fait, toute personne qui aime l'art, aime la liberté de l'art, normalement. Donc ne peut que s'en réjouir. J'ai quelques questions sur Michael que j'avais regroupées. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la nouvelle bande-annonce du film Michael. Bien évidemment, je l'ai regardé. Vous vous souvenez sans doute que j'avais pas du tout aimé le teaser, le premier teaser. Donc là, sachant que ce projet-là ne me plaît pas à la base, enfin, c'est-à-dire que je sais que je ne vais pas adorer ce film, je vois pas comment ce serait possible, et j'ai expliqué tout ce qui pour moi ne va pas, et là je parle pas des détails, hein, mais même si les détails sont très révélateurs, hein, enfin il y a quand même pas mal de gens qui sont d'accord là-dessus, hein, qui sont, à partir du moment où tu te trompes sur des vêtements, ça sous-entend que t'es pas très rigoureux, et donc si tu te trompes là-dessus, enfin si tu n'accordes pas suffisamment d'importance à ce genre de détails, qui ont leur importance, hein, parce que quand on sait que Michael Jackson était un maniaque du détail et de la perfection, bah si en fait, prendre un blouson qui est mal fait, ou je sais pas quoi, se tromper de séquence par rapport au t-shirt qu'il portait, enfin, quand tu te fais chier à maquiller l'acteur, à faire des détails de trucs, etc., et que ça par contre c'est raté, je sais pas, moi ça m'inquiète. Mais bon, bref. Toujours est-il que ce film, c'est quand même le bébé de John Branca, Catherine Jackson et Antoine Fuqua aux commandes, mais au service surtout quand même un petit peu de tout ça. Je vois pas trop comment on pourrait arriver à quelque chose, enfin comment dire, de digne de Michael Jackson. Néanmoins, voilà, le projet ça s'orientait vers une célébration de l'artiste. Alors ça va en horripiler certains, hein, qui voudraient que en fait on interdise la vente de ces disques, hein, tout simplement. Je rappelle que, enfin, juste parce que eux ont décidé que, hein, vraiment, on n'est pas sur des gens condamnés par la justice, et on n'est même pas sur des gens où on aurait des éléments... c'est genre que c'est pas O.J. Simpson, hein. Tout le monde sait que O.J. Simpson est coupable. Et pourtant, bref. On le sait, c'est pas une question d'opinion. Bref, donc là, je m'attendais à être catastrophé, et bah, du coup, je n'ai eu que des bonnes surprises. Alors, quelles sont-elles? J'ai eu des bonnes surprises parce que... Alors ça n'a pas changé le fait que Jafar, pour moi, ça ne le fait pas du tout. Et je vois des youtubeurs qui disent arrêtez d'espérer, enfin arrêtez d'exiger en fait que l'acteur ressemble vraiment à Michael Jackson. Personne ne peut vraiment ressembler à Michael Jackson. Mais ça, j'ai été le premier à l'expliquer il y a plus d'1 an. Donc, il y a un moment, quand quelqu'un a autant changé de traits, de visage, enfin presque tous les 10 ans quasiment, un seul bonhomme ne peut pas faire le job. Enfin, ou alors il faut vraiment le grimer de toute façon. Voilà. Moi, c'est très personnel. Hein. Je comprends, je perçois que Jafar il s'est donné comme un dingue, et je pense qu'il va faire vraiment de son mieux. Et je suis sûr qu'il y a plein de moments où ça va être remarquable. Et par exemple, dans cette bande-annonce, le moment où il regarde son père, qui lui explique tu n'as pas à réfléchir parce que j'ai réfléchi pour toi au sujet de la tournée Victory. Waouh, là ça m'a fait plaisir de voir ça en fait. Je me suis dit putain, ok, fair enough quoi. Je pense qu'en fait je vais être moins catastrophique que ce que je craignais, parce que du coup ça a déjà changé. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, dans sa bande-annonce, on perçoit le conflit entre Michael et son père, les tensions entre Michael qui s'émancipe et ses frères. Déjà là on le perçoit, et par exemple ce regard d'enfant battu, hein, vraiment, hein, qui lance à son père alors qu'il est adulte déjà, magnifique. Et aussi la mère, c'est quoi l'actrice, c'est qui l'actrice pardon qui joue la mère. Enfin bref, il y a quelques séquences où j'ai trouvé que il va peut-être y avoir comme du bon dedans, pas que des trucs où tu vas te dire bof quoi. Donc ça c'est le côté positif. Je suis ravi en fait qu'on me tende la perche pour que j'en parle, parce que je suis pas buté, c'est ça que je veux dire. Si je vais voir le film et que j'ai une bonne surprise, je le dirai, et évidemment je serai content. Alors par contre, donc voilà, la bande-annonce, bah plutôt une bonne surprise. Le fait aussi qu'on voit apparaître Frank DiLeo, précise que toutes les rumeurs, mais même très sérieuses, expliquaient que selon la volonté de John Branca, Frank DiLeo ne serait pas dans le film, carrément. Ça semblait fou, hein. C'est quand même le manager de Michael dans des années qui ont tellement compté. Et pas que manager, enfin on lui doit le triomphe de Bad, Moonwalker, enfin beaucoup d'idées, beaucoup de démarches excellentes, enfin ça a été un très très bon agent manager, voilà, qui s'est fâché avec Michael, mais pour des raisons peut-être, enfin non, ça m'étonnerait qu'elles soient abordées. Si elles sont abordées, c'est
Je serais impressionné. Mais, et puis qu'ils se sont réconciliés beaucoup plus tard. Je me demande donc bravo, il apparaît. Maintenant, il apparaît, la seule phrase qu'on entend dire là, c'est un truc un peu cynique, tirer le plus d'argent possible de la marque Michael Jackson ou je sais plus quoi. Enfin, il est un peu en mode vraiment la caricature de l'empaffé, qui ne voit pas l'humain mais qui voit le produit. Enfin, je sais pas. J'attends de voir parce que j'en parlais d'ailleurs avec Stéphane Mialet. Si Frank DiLeo est traité, mais juste pour comment dire, lui vomir dessus, le faire passer pour un sale type et tout, ce qui n'était absolument pas, hein. Mais alors absolument pas, à cause de John Branca, parce que John Branca pouvait pas saquer Frank DiLeo, et quand Frank DiLeo était manager, John Branca n'était que avocat. Aujourd'hui, John Branca, c'est le boss. On verra bien, écoutez, en tout cas, je dois le dire très sincèrement, cette bande-annonce m'a rendu beaucoup plus curieux que je ne l'étais au départ. Néanmoins, le film sera raté, et je maintiens, qu'on me dise pas, ah bah d'accord, tu retournes ta veste... j'ai jamais dit que je retournerai pas ma veste d'ailleurs. Je la retourne que sur certains éléments et qui ne suffiront pas malheureusement à me faire totalement changer d'avis et applaudir ce projet, notamment depuis hier où j'ai découvert la durée du film. Et alors là, c'est la douche froide, mais alors c'est avec les petits glaçons. Avec les petits glaçons en bonus, un peu comme au fast-food. Avec ou sans glaçons, bah, là ils ont mis avec glaçons. 136 minutes. Ouh, c'est court. Putain, c'est plus court que... plein de films qui sont sortis ces dernières années, mais même des films, même des blockbusters de merde. Voilà, donc 2h16, c'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop... Attendez, c'est une demi-heure de moins que le biopic sur Elvis, qui était déjà resserré à mort. C'était déjà très limite. Et voilà, et d'où cette histoire de version de 5 heures du film Elvis, qui doit sortir. Alors, quand on verra. Mais là, 2h15, c'est une catastrophe. Tu ne peux pas aborder sérieusement avec un minimum de qualité certains aspects de Michael. Et comme me disait, je crois, Stéphane Mialet, par exemple, on voit la reconstitution qui a l'air très réussie de l'incident de Pepsi, sur le tournage de la publicité Pepsi. Bon bah, enfin, ils vont nous emballer ça en 2 secondes. Ah, j'ai mal. Tenez Michael, ce sont des médicaments contre la douleur. Merci. Oh mon Dieu, il m'en faut plus. Enfin, moi j'ai très peur. Hein. Ils vont être obligés de caricaturer des trucs compris qui se sont faits en fait très lentement, très progressivement, et pour des raisons très complexes aussi parfois. Et là, ça va aller. Allez, on n'a pas le temps de traîner quoi. Donc je suis très très inquiet, voilà. Penses-tu que Michael Jackson aurait atteint ce niveau de génie s'il n'avait pas eu cette enfance maltraitée? Et plus généralement, peut-on devenir un grand artiste sans souffrance? Ce que le film Whiplash sous-entend. C'est une question super intéressante. Je ne dis pas que je détiens la vérité, hein, mais tu me demandes mon avis. Penses-tu que je pense qu'il est totalement impossible d'atteindre un certain niveau de talent, même, ou de génie, alors génie encore plus, sans souffrance. Et sans trauma même. Donc je ne pense pas du tout, ce qui m'empêche pas de le détester, de le mépriser et de condamner ses agissements, mais je ne pense pas en effet, factuellement, que Michael Jackson aurait développé la rage, comme j'allais dire, de réussir, mais c'était plus que réussir. Il voulait être le premier. Je ne pense pas qu'il aurait développé ça sans tout ce qu'il a subi par son père. Voilà. Donc, et alors de manière plus générale, c'est marrant, ça me rappelle cette citation de Sioran que j'adore. Les citations de Sioran, il y en a énormément que je vénère et que je pourrais me faire tatouer. Il y en a une qui dit « Ce n'est pas par le génie, c'est par la souffrance et par elle seule qu'on cesse d'être une marionnette. » Alors, comme souvent avec Sioran, c'est un peu extrême, c'est un peu c'est tout noir, tout blanc, quoi. Mais c'est à nous après d'en faire, ce sont des phrases choc chez Sioran. Le choc est salvateur, je trouve. Enfin, en tout cas, dans ma vie, mais incroyable. Et voilà une phrase que je me suis dit à l'époque où je l'ai découverte, quand j'avais 20 ans, même pas. Oh, waouh. Et je crois, alors, je ne suis pas totalement d'accord, je pense pas que c'est par la souffrance et elle seule, comme le dit Sioran, qu'on cesse d'être une marionnette dans sa vie. Mais je suis d'accord que c'est pas par le génie, enfin le génie seul en tout cas, pouvait la malaxer un tout petit peu. J'ai fait une sorte de contrepétrie volontaire en disant que pour atteindre un certain niveau de génie, il faut passer par la souffrance et par elle seule. Donc, à mon opinion, ça n'excuse rien. Une fois de plus, hein. Donc toutes les interviews qu'on a pu voir de Joe Jackson, hilar, en train de dire oui, on dit que Michael il a été traumatisé parce que j'étais sévère. Ouais, bah regardez où il en est maintenant grâce à moi. En se marrant. Non mec, je te crache à la gueule bon bref. Un monstre. Hein. Bon, voilà. Il n'y a qu'à voir sa réaction au décès de son fils. Hein. Je rappelle, hein, où il était allé voir les journalistes pour annoncer la création d'un nouveau label, d'un parfum. Ah putain, va te faire... Pardon.
On voit passer beaucoup de posts complotistes affirmant que la mort de Michael Jackson est un assassinat planifié par des groupes de personnes influentes. As-tu toi-même des doutes sur le sujet? Mais qu'est-ce que c'est? La fatigue, hein, excusez-moi. Non, c'est pas un assassinat planifié, enfin, je crois pas une seule seconde. Enfin. Et alors, oui, alors c'est des trucs complotistes délirants, enfin, affirmant. Ouais, c'est les gens, ils affirment, en fait. Tu vois. Déjà, en fait, ce qui est drôle, c'est que, enfin, c'est pas drôle, hein, mais déjà, le mec affirme, bon, bah, déjà, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Les calculs sont pas bons, Kevin. Non, assassinat, non. Enfin, et comme je l'ai dit, redit et redit, et comme tous les gens sérieux s'accordent à dire, Michael Jackson est malheureusement le principal responsable de son propre décès. Hein. L'assassin, c'est le docteur Murray. C'est pas quelqu'un d'autre, hein, et on le sait. Enfin, j'ai qu'à un moment, toutes les enquêtes, enfin, c'est un moment, et puis, alors, il y a un truc, parce que moi, j'ai vu passer, effectivement, surtout sur X, c'est n'importe quoi. Et alors, c'est Dédé du PMU, hein, qui te dit, vous croyez que Michael Jackson, il est mort comme ça vous êtes vraiment mignons, hein, vous êtes vraiment des gros naïfs, hein. Mais quelle imitation extraordinaire, j'attends mon Oscar. Donc c'est nous les naïfs, tu sais, et les mecs qui parlent de ça, mais il a même pas lu de ligne en fait, il a regardé juste 3 posts complotistes sur internet, toi. Donc vaut mieux en rire, hein, mais voilà, de toute façon Michael est mort, c'est pas à lui que ça va nuire. Si je voulais rentrer dans ce jeu-là, en fait, des gens qui s'excitent en s'inventant des histoires de complot, il faut abattre Michael Jackson. Michael Jackson, en 2009, au moment de sa mort, n'avait plus aucun pouvoir. Hein. Il s'était déjà ridiculisé avec beaucoup de prises de parole, hein, malheureusement, hein, notamment au moment de son conflit avec Sony, alors qu'il était légitime, hein, ce conflit. Michael, il a pris le micro, il a fait des discours ridicules. Ah putain, c'était malaisant, quoi. Et il s'est discrédité complet. Enfin, il n'y avait qu'à voir, dans la presse, il y avait la presse pas gentille qui se moquait de lui, carrément, quoi. Et les autres qui étaient embarrassés, quoi. C'était juste embarrassant. Mais bref, non, il ne représentait pas un danger. C'était pas genre, il va prendre la parole et il va mettre à jour. Non, rien du tout. Enfin, voilà. De toute façon, plus personne n'écoutait vraiment ce qu'il disait. Et, alors, beaucoup plus sérieusement, comment dire, pas faire mon complotiste à mon tour, hein, mais là, on assiste quand même avec Epstein à du déballage qui fait un peu froid dans le dos. Enfin, faut être un peu naïf pour croire que... pour nier ce qu'on est en train on soulève le truc, et on voit quand même le regroupement de gens extrêmement puissants, et voilà, et où il y a du trafic sexuel, et des mineurs, et des machins, et tout cela est fait voilà, avec bonne humeur, entre puissants, c'est absolument terrifiant. Donc voilà, et d'ailleurs, enfin... là encore, mais je l'ai dit je crois sur X d'ailleurs, Epstein, hein, des milliers de documents qui ont été révélés, hein, et je sais que j'ai des confrères youtubeurs qui se faisaient une joie, hein, qui annonçaient même avant la lecture de ces documents que Michael Jackson allait être dans la sauce, c'était sûr. Et bizarre, il est même pas mentionné. Vous devez être tellement déçus que je tiens quand même à manifester ma compassion et ma tendresse relative, hein, pas exagérer. Mais je sais ce que c'est que de se dire yes, on va enfin pouvoir lui vomir dessus. Et non, c'est rageant. Ah ouais, c'est rageant. Alors, par contre, oui, alors il y a des noms qui apparaissent genre 600 fois. Et ouais, là, les gens, les personnes sont dans la sauce. Ce que je voulais dire, c'était que et oui, et j'ai fait un post en disant, oui, bah, désolé pour vous, les haters qui essayent de vous faire passer pour des gens. Je suis pas du tout un haters, je suis juste rationnel. J'essaie juste de dire les choses comme elles sont. Oui, lol. Et donc Michael, évidemment, n'a rien à voir là-dedans. Et par contre, on a quand même le droit de s'interroger sur le fait qu'il ait servi d'écran de fumée durant des années, enfin toute la fin de sa vie, enfin mais plus que la fin de sa vie, la moitié de sa vie, pour détourner, en fait, protéger, en quelque sorte, avec l'accord des médias, hein, des grands médias, les vrais prédateurs, les vraies personnes puissantes qui ont abusé. Et là, on voit qui elles sont. Moi, ça me déchire le cœur de voir ça. Mais oui, alors ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Par contre, je peux pas dire ça et dire ouais, ces gens-là, ils voulaient supprimer Michael. Bah non, Michael, il aurait été vachement utile vivant, du coup. Et on le voit bien d'ailleurs. Michael, pour ces gens-là, tous les Epstein et compagnie, il fallait le maintenir en vie. Il faisait comment on appelle ça, les paratonnerres, les trucs que tu fous là, et ça, la foudre, ça l'attire. Michael, il s'est pris la foudre non-stop, en n'ayant rien fait. Donc, hein. C'est pas un fan qui le dit, c'est 10 ans d'enquête du FBI, lol. Et crois-moi que 10 ans d'enquête du FBI, ils étaient très motivés. Hein. Enfin, moi je sais, les vrais fans qui ont beaucoup enquêté, beaucoup lu, ont des détails sur certains événements qui se sont passés au FBI. Ils étaient très motivés, évidemment. De toute façon, plus les années passent, plus un échec va coûter cher aux membres du FBI. Hein. On n'a pas trouvé. Putain, les mecs en haut lieu, ils étaient pas contents, évidemment.
Ça coûte de l'argent quand même d'enquêter autant d'années. Donc voilà, et je pense que la mort de Michael Jackson n'était pas du tout une bonne nouvelle pour tous les prédateurs, les vrais, hein, très puissants. Et non, voilà, de toute façon, mais même quand on regarde, enfin, franchement, ils auraient voulu sa mort, c'est pas de ces méthodes-là qui auraient été employées, je veux dire. On n'aurait pas soudoyé le docteur Murray. Et là, de toute façon, Michael avait déjà entrepris, enfin, son suicide à petit feu était déjà quelque part, malheureusement, hein, programmé, même si je maintiens quand même, enfin, moi, je fais partie de ceux qui ont haï, hein, le docteur Murray. À l'autopsie, on a bien vu, hein, Michael Jackson, il allait bien, hein. Il allait bien, il était en enfin son poids n'était pas satisfaisant, il fallait qu'il se nourrisse beaucoup plus, mais il avait pas de truc grave, hein. Il y avait aucune raison pour qu'il meure, hein. C'est horrible. Pour en revenir sur l'importance de Prince et Michael, malgré les années passées sur la musique par rapport à la nouvelle génération, Beyoncé, Lady Gaga, etc. Beyoncé, c'est plus la nouvelle génération quand même. Non, Lady Gaga, oui par contre. Ne serait-ce pas maintenant cette surconsommation et cette surapparition, la possibilité technologique de publier sa musique beaucoup plus facilement, de nouveaux artistes qui qui réduiraient leur impact sur la musique. Ah oui, et donc forcément sur les gens, le mec qui réagit avant de finir de dire les phrases. Mais quel professionnalisme, Alex, c'est magnifique. En clair, trop de choix tue le choix. Je ne dis pas que c'est mal, mais bien au contraire, parce que grâce à ça, j'ai découvert plein de choses différentes. Mais créé une sorte d'indigestion de la fast music que l'on ne prend plus le temps d'écouter. J'espère que je suis clair. Tu es extrêmement clair et je suis à 200% de ton avis. C'est exactement ce que je pense. On a trop de trucs tous les jours, et c'est génial. C'est génial. Mais du coup, c'est plus du tout comme avant. Et ça rejoint ce que je disais sur la télévision, la radio et les magazines et la presse. Chaque semaine, on avait combien d'albums qui sortaient? Dans les années 80, voilà, mettons. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, tu peux être sûr que c'est fois 1000 par internet. Et ça peut pas être bon. Enfin, c'est comme tu le dis, c'est indigestion, c'est le brouillard, enfin il y a trop de trucs. Donc bon, voilà. Parce que je veux dire que ces gens-là essayent évidemment de se faire une place. Hein, c'est-à-dire que maintenant, le temps où c'était que les majors qui menaient la danse, c'est un peu fini quand même, hein, on l'a bien vu. En dehors de Landman et de 1883, que j'adore également, que me conseillerais-tu en priorité comme autre série de Taylor Sheridan? As-tu vu la série Goliath avec Billy Bob Thornton? Goliath, je crois que je l'ai commencé mais que j'avais décroché. Parce que j'adore hein, Billy Bob Thornton, mais comme acteur, mais là il me semble que j'ai pas accroché. Yellowstone, Yellowstone, mais de tellement loin, c'est extraordinaire Yellowstone. Après, ça m'étonne que tu regardes 1883 sans avoir vu Yellowstone. Donc peut-être qu'en fait tu me la cites pas, mais tu l'as vu déjà. Bon, sinon Yellowstone, c'est sûr. Moi je te conseille pas, je te conseille quand même, mais moi j'ai pas adoré, j'avoue. C'est la seule série de Sheridan, je crois que vraiment j'aime pas, où il est pas que producteur, je veux dire, où il est réalisateur. Le maire de Kingstown, là, je crois que ça continue d'ailleurs, hein, et j'ai pas accroché. Alors que pourtant je m'en étais fait toute une joie. Alex, quelle est la plus grosse connerie que tu aies fait et que tu ne regrettes absolument pas, voire que tu referais l'occasion de se représenter? Pardon. Ouais, les plus grosses conneries, elles m'ont coûté un peu cher quand même. Pas sûr que je les referais, quoi. Enfin, voilà, tu me dis une que je referais. Non, je sais pas trop, j'ai pas trop d'exemples parce que... si sécher les cours, par exemple, c'est pas bien. Hein. Les enfants, ne faites pas ce que je dis. Hein. C'était une grosse connerie de sécher les cours. J'ai beaucoup séché les cours hein, sur la fin. Sur la dernière année, c'était une catastrophe. Mais c'était une grosse connerie quand même. Ben, je le referais parce que c'était trop cool. On allait traîner, on faisait les cons, c'était génial. C'est pas très grave, hein. Enfin, c'est pas très grave. Les enseignants qui me regardent ne seront pas de cet avis, mais voilà, je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Connais-tu le groupe She Wants Revenge? Je l'ai connu grâce à un épisode d'American Horror Story Hotel, dans lequel un de leurs morceaux, Tear You Apart, y est joué. C'est la demande de Lady Gaga, qui tient des rôles principaux dans cette saison. Ce titre a été choisi pour faire partie de la BO. Connaissez She Wants Revenge quand ils ont sorti leur tout premier album? Alors il y a longtemps maintenant. Ouh là là. Je l'avais acheté, d'ailleurs, je l'ai peut-être encore, mais j'avais été assez déçu, je trouvais que c'était bof, quoi. Et puis par la suite, de temps en temps, ils ont fait des trucs que j'ai kiffé, mais j'ai jamais accroché vraiment à leur discographie, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des morceaux que ma chérie, elle aime beaucoup. Je me demande si elle les avait pas vus en concert à une époque, je ne sais plus. C'est pas impossible. Hein. Voilà. Enfin, moi, je suis pas fan, mais il y a des très bonnes chansons. Hein. Après, c'est pas très original. Par contre, hein, les influences sont énormes. Great White, White Lion, Winger, Striper, Mr. Big et Extreme font-ils partie des groupes que tu as écoutés ou écoutes encore? Ces groupes ont fait partie intégrante de cette période glorieuse du hard rock américain des années 80 et ils ont eu aussi leur part du gâteau, en ayant un certain succès. Ouais, alors Great White, carrément, parce que là, il y en a, ils ont eu... Oh non, remarque, t'as raison. Non, en fait, ta sélection est totalement accurate. Striper, non, c'est un peu le seul où Striper, malheureusement, hein, pour eux,
n'a jamais eu vraiment un moment de triomphe. Alors que Extreme l'a eu, même Mr. Big et Winger, White Lion, Great White. Ah oui, alors Great White j'adore, donc j'adore Once Bitten Twice Shy, les 2 albums. J'aime aussi beaucoup Hooked, qui est sorti juste après Twice Shy, je crois. Et j'aime beaucoup aussi c'est Down on Your Knees ou je sais plus quoi, enfin un des premiers, Hippie même, je crois, je sais plus. Enfin, Great White, il y en a plein que j'adore, de chansons en tout cas. Et j'ai plusieurs albums. White Lion, les 2 premiers albums studio, je les aime beaucoup. J'ai un peu changé d'avis avec les années. Je préfère Fight for Survive à Pride. Mais bon. Winger, j'aime beaucoup le tout premier album. Après, j'ai décroché très vite. Striper, j'ai jamais aimé. Même si ma chérie m'a fait découvrir une chanson, un comble. Une chanson de Striper que j'avoue, j'aime beaucoup. Je sais plus comment elle s'appelle. Et Mr. Big Extreme, j'ai jamais écouté. Jamais aimé, pardon. J'ai écouté, j'ai pas aimé. Le style, hein, ça veut pas dire que c'est pas bien évidemment. Est-ce qu'il est arrivé de voir des films muets à la télévision ou par un autre biais dans les années 80? Je me souviens qu'à cette époque, la télé passait certains vieux films avec Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, voire Douglas Fairbanks, Greta Garbo, et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du cinéma muet, cher à nos grands-parents. Malheureusement, il semble que celui-ci soit totalement méconnu des générations qui sont arrivées après nous. J'ai vu des Chaplin à la télévision dans Cinéma de minuit ou un truc comme ça. Années 70 même, plutôt, que années 80, pour ma part. Hein. Buster Keaton, j'en ai peut-être vu 1 ou 2, mais je suis pas sûr. Et ça m'a pas, j'avoue, hein, ça m'a pas marqué. Après, c'est aussi ça. Hein. Charlie Chaplin, ça m'a marqué. Après, non, alors par contre, j'ai pas une culture cinéma muet, j'ai un peu de mal. Hein, je le dis très sincèrement. Il y a quelques films que j'aime, hein, c'est pas trop mon truc. As-tu entendu parler, voire écouter les groupes de New Wave du début des années 80 comme Missing Persons et Romeo Void? Ce sont des groupes américains qui comptaient chacun des chanteuses à forte personnalité. Dead Bozio, Missing Persons et Deborah Lyall, Romeo Void, mais qui n'ont eu qu'un succès très modéré et une courte existence et sont devenus cultes au fil du temps. Alors c'est drôle parce que je connais pas du tout Romeo Void, mais j'ai même jamais lu le nom, et ça m'étonne. Par contre Missing Persons, je connais très bien, il y a des tubes que j'adore, je crois que j'ai quelques maxi, j'avais quelques maxi, voilà, il y a quelques chansons que j'adore de Missing Persons, et c'est vrai que, alors eux, ils sont cultes, eux, les autres je sais pas parce que j'en ai jamais entendu parler, mais Missing Persons, ouais, c'est culte. J'adorais la voix de la chanteuse de Missing Persons, qui avait d'ailleurs je crois sorti un album solo à une époque, je sais pas ce qu'il vaut. Je ne commande jamais, mais je rebondis un peu sur Taylor Swift, loin d'être un Swiftie comme on dit dans le milieu. J'aime quelques-unes des chansons, mais ça s'arrête là, pardon. En revanche, tu devrais te pencher sur la mini-série qu'elle vient de sortir sur sa tournée Eras Tour, où tu verras qu'avant d'être une chanteuse, c'est également une businesswoman, et je pense que ce côté pourrait te plaire. De mon côté, ça m'a un peu fait changer mon point de vue sur elle. Ouais, je connaissais pas, donc pourquoi pas. Je vais checker cette mini-série. Je crois que j'en ai entendu parler, mais je suis pas allé voir, évidemment. Alors par contre, j'imagine que c'est une businesswoman de grand talent et de grande intelligence. Hein. Moi, j'avais dit qu'elle était bête. Hein. Je pense qu'elle est très maligne et qu'elle fonctionne comme une vendeuse de yaourt, quoi. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qui va toucher la masse et du coup, c'est le jackpot à chaque fois. Mais pour ça, faut être malin. Hein. Je vais le tenter. Quels sont les jouets que tu as eu enfant et que tu regrettes de fou d'avoir jeté ou perdu? Moi, je regrette mes Bee Gees, mais surtout mes Transformers. Oh bah, il y en a plein des jouets que je regrette d'avoir négligé, c'est même pas tellement parce que moi il y en a plein que j'ai perdu, mais je les ai pas perdus par ma faute, je les ai perdus parce que je les ai négligés et que genre des gens dans mon dos ont jeté des cartons, voilà, où je m'en suis fichu quoi, je m'en suis désintéressé. Bah j'en ai déjà parlé, par exemple la tripartie du Ulysse 31 que j'avais et que j'ai jamais cassé de mémoire, je sais même pas ce qu'elle est devenue quoi, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai emporté dans des cartons à l'adolescence chez mon père et que ça a été jeté par ma belle-mère dans mon dos? Ou est-ce que c'est ma mère qui s'en est débarrassée, je ne sais pas. Mais ouais, je regrette de fou de pas avoir été plus attentif et attentionné, envers par exemple ce jouet-là que j'adorais et que je n'ai pas racheté, je veux dire, parce que il y en a les 3/4, je les ai perdus, à part mon Goldorak et quelques autres objets, le vaisseau Sankukai, qui est Sankukai, c'est celui que j'avais enfant, incroyable. Mais sinon, il y en a plein que j'ai jeté, perdu, machin, tout ça. Mais je les ai récupérés, j'ai eu cette chance inouïe. Du coup, tu vois, je m'en remets, quoi. Mais, ouais, je dirais la tripartie d'Ulysse. Celle-là. Et puis, alors, vu ce qu'elle coûte maintenant, je l'aurai jamais. La question, les chanteuses d'aujourd'hui que tu apprécies, je m'étonnais que la personne qui te pose la question n'ait pas inclus Billie Eilish. Peut-être en as-tu
as-tu déjà parlé précédemment? Si c'est le cas, excuse-moi, je n'ai pas souvenir. Je la trouve vraiment intéressante avec sa pop électro alternative et prod, ah oui, avec une prod classe, avec des sonorités hyper précises, parfois dark. Simplicité au service de la voix. Chihiro, tu me cites ton regard sur ce qu'elle propose. Je connais extrêmement mal Billie Eilish. J'avais écouté à une époque par curiosité. J'avoue que j'avais pas accroché, sans trouver que c'était pas bon, hein, mais non, c'était pas trop mon style, quoi. Par rapport à d'autres chanteuses, je veux dire. Voilà. Après, j'ai vu elle vit une très sale période, là. Je vois énormément de posts, principalement d'Américains, depuis la cérémonie des Grammys. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a eu la cérémonie des Grammys, où Geza Felstein a eu un prix pour son remix de Lady Gaga. J'étais bien content pour lui. Et Billie Eilish, apparemment, elle a fait un discours complètement aux fraises, en disant que les immigrés illégaux, faut pas les sanctionner, faut tous les accepter, parce que c'est une terre volée, finalement, l'Amérique, et on est tous... Enfin, personne n'est illégal sur une terre volée. Elle a une villa 20 millions de dollars sur la terre d'Indiens, je sais pas quoi, qui ont été martyrisés, etc. Donc en fait, elle joue le jeu, la colonisation violente à fond. Donc elle s'est tirée, c'est plus qu'une balle dans le pied là, elle a pris le fusil à pompe et hop dans la gueule. Vu que d'ailleurs, c'est les Indiens de je ne sais où, j'ai vu passer ça, hein, excusez-moi, et ils ont fait un communiqué officiel en remerciant Billie Eilish pour sa déclaration, mais en disant du coup, rends-nous ta villa. Enfin, elle va très mal là, elle va très mal parce que elle dit de la merde, hein, évidemment. Du coup, elle évite les journalistes, elle se planque ou je sais pas quoi, enfin bon. Connais-tu The Commitments d'Alan Parker? C'est un de mes films musicaux préférés, avec une tendresse particulière pour le personnage de Joey The Lips Fagan. Personne n'y fait jamais référence. Moi je l'ai vu à l'époque, mais j'ai pas aimé, j'avoue. Donc j'ai vu, mais c'est très bien, hein, mais j'ai pas aimé. Comme tu as été dans la publicité pendant un moment, que penses-tu de la campagne publicitaire de Célio avec Jean-Claude Van Damme? Je la trouve bien fun. Oui, je trouve très bien. Après tous les trucs avec un peu d'autodérision, très malin d'ailleurs d'avoir fait ça. Enfin, en plus Célio c'est drôle parce que c'est pas forcément la marque où on s'attendait à ce genre de collab. Et je conclue avec quelques questions de la honte qui ne tue pas mais rend plus fort, hein, souvenez-vous, hein, c'est très important. J'ignore si tu connais The Devil's Blood, groupe des années 2000 de rock occulte, sinon je te conseille leur album The Time of No Time Evermore. Un bijou, je ne connais absolument pas, je n'ai jamais entendu parler de ce groupe. Donc je vais y aller. Donc la honte. En entendant parler de The Donnas, j'ai aussi pensé à ce jeune groupe de filles de Linda Lindas qui possède une vibe vraiment très cool. C'est le genre de groupe qui nous donnait envie de sauter sur notre lit pendant que nos parents nous engueulaient en bas. Mais putain, mais ça date de quelle année de Linda Lindas? Parce que je connais pas. J'ai jamais lu ce nom de ma vie. Oh là, est-ce que j'ai honte? Et en plus j'ai pas eu le temps, je peux aller voir. Est-ce que c'est un groupe des années 80, 90, post 2000? Mais je vais aller checker ça. Et je vais donc m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, histoire de vous prouver, en fait, qu'on va vraiment feuilleter tout et n'importe quoi de nos enfances pour les plus âgés d'entre vous, un numéro de top 50. Je me souvenais même pas que j'avais ça dans mes vieux magazines. Donc, en faisant du tri, pour le feuilletage, hein, évidemment, le feuilletage c'est important, y compris dans les viennoiseries et les... Ah mais hilarant, mais qu'est-ce que tu es drôle. Top 50, je sais même pas de quand c'était celui-ci, mars 89, voilà. Et nous avions donc, mais pourquoi j'ai ça pour Brosse peut-être, je ne sais pas, Love Amour, aïe aïe aïe, oh putain, je sens par contre que ça va faire mal. Alors surtout pour ceux qui, putain, pour ceux qui ont vécu ces années-là, quoi. Salut les petits clous, j'avais oublié, putain. Oh là là, toute une époque. Donc là on a les potins du top. Voilà, avec ils reviennent au top, bah Spagna par exemple, avec I Wanna Be Your Wife. C'est le 5e titre de la Miss classé dans le top. Spagna est à l'heure actuelle présente dans tous les tops européens et même dans le chart anglais réputé comme le plus hermétique aux artistes étrangers en raison de son succès chez nos voisins. Rose Beef, ah ouais carrément, d'accord, ok, donc racisme carrément, anti-anglais, d'accord, carrément. Spagna a loué un appartement à Londres et vit là-bas 6 mois de l'année. Son digicode est 3B12. Alors, puisqu'on met de côté évidemment notre fierté, je pense que c'est le moment de vous avouer que j'adorais Spagna, notamment la prod. D'abord, je trouvais qu'elle avait une voix ultra puissante et il y a plein de chansons que j'adorais. Et je crois même que j'ai, un ou deux albums de Spagna. Oh là 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 là, Alex, putain. Allez, moins 1000 abonnés là. Oui, hop. Caroline Legrand, une petite déjà grande, je ne me souviens pas du tout de cette personne, mais c'est pas grave. Les nouveaux du top 30, encore une bande originale au top 30 décidément. Le syndrome Grand Bleu et Bagdad Café, qui a remporté le César 89 du meilleur film étranger, n'a pas fini de faire parler de lui.
Et donc là, on avait quoi? Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Et il y avait aussi Kokomo des Beach Boys dans le top apparemment. J'adorais cette chanson. Mais bon, j'adore Cocktail, mais moi-même, je ne saurais me justifier en fait. Le hit parade aux États-Unis. Straight Up de Paula Abdul, ok. Et New Kids on the Block, Tone Loc, ah oui, Wild Thing, excellent. Il y a pas mal de trucs que je connais pas hein, quand même, enfin dont je me souviens pas, pardon. Rick Astley, Guns N' Roses, Milli Vanilli, Rod Stewart, Erasure, Bon Jovi. Ok, bref. Ah, et Roxette aussi, avec The Look. Putain, incroyable. 89, The Look. Putain, je crois que c'était plus tard que ça. Plutôt que ça, pardon. Top Kelou Kelou, mais si, souvenez-vous. Je ne sais pas ce que c'est, et ça me met ultra mal à l'aise, donc je vais pas regarder. Alors, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Numéro 1, Dire Straits, Money for Nothing, Patricia Cass, Mademoiselle Chante. Ouh, aïe, 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 je détestais Patricia Cass, mais putain. Oh là là, ouh, là, fait un petit malaise rien qu'en y repensant. Et alors cette chanson, Mademoiselle Chante, t'avais juste envie de la gifler. Horrible. Alors par contre, Mylène Farmer, la déesse, hein, la déesse de l'époque pour moi. Ainsi soit je, chef-d'œuvre incroyable, en grande partie grâce au génie de Boutonnat. Hein. Sardou, Jeanne Masse, Bernard Lavillier, Eric Serra. Putain, il y a vache, et presque que des Français dans le top. C'est étonnant, hein. Le bon numéro 1 d'ailleurs, Strait, donc bon. Mais le reste que des Français. Jacques Higelin. Ah oui, Tombé du ciel. Oh là là, j'ai jamais été fan de Jacques Higelin, du coup je le connais pas bien. Mais Tombé du ciel, je me souviens que c'était un tube, effectivement. Ah ouais, mais non, mais attends, oh là 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 là, comme toi Jojo, là, parce que c'est les albums, là, c'est pas les chansons, évidemment. C'est les albums. Donc, bah oui, alors l'album, même s'il soit jeu, chef-d'œuvre ultime. Ok, les albums, ok. Ouh, 3 fois au top, brosse, avec carte d'identité. Oh là 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 là, 1m85. Merde, je m'étais jamais rendu compte qu'ils étaient si grands. Putain, les jumeaux gosses, ils font tous les deux 1m85. 1m85, 60 kg, ouais. Ils étaient minces. C'est pas bien lourd, hein. Voilà, inutile de vous redire que Bros, toujours adoré. Pour moi, c'est vraiment de la pop ultra quali. Je veux que ce soit facile à mettre, hein. Mais de quoi parles-tu? D'un Tampax, bien sûr. Parce que Tampax, tu vois, c'était bien dès la première fois. Et j'utilise un tampon, mais j'ai des difficultés à le mettre. Je suis pas très à droite avec mes doigts. Est-ce moi ou le tampon? J'ai envie d'essayer Tampax, applicateur plastique. Est-ce vraiment plus facile? Bah vrai, c'était bien qu'ils fassent ça pour les gens. Ouh, une pleine page pour la sortie des aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam. Je me souviens que j'étais allé le voir au cinéma. Pas de ma propre volonté, hein, je veux dire. Je pense que c'est mon père qu'on avait dû y aller avec mon père et ma belle-mère du coup. Mais j'avais bien aimé. J'avais bien aimé même si j'avais pas, j'étais pas bien vieux non plus et je peux pas dire que j'avais ultra adoré. Top Flash, bah écoute, oui pourquoi pas. Donc Elsa, c'était qui ça putain? Julie Pietri, je crois. Madonna. Ouh, François Feldman. Photo en mode thriller. Alors attendez les gars. Allez, hop. Oh putain, mais rien l'amuse ce mec. Hein. Rien l'amuse. Hein. On peut pas le laisser feuilleter un magazine tranquillement. Donc voilà, une magnifique interview de ce mec que j'ai jamais pu saquer. Je sais pas, il m'était ultra antipathique et j'aimais pas du tout évidemment ses chansons. Mais bon, là c'était quand même une super interview qui avait l'air assez pointue. Si, on le voit aux questions. Première question. Alors François, quelles sont les nouvelles? Voilà. Bref. Ah, voilà le... Oh, bordel, il y a encore le poster. David Hallyday et... je sais pas qui c'est. Ouh, terrifiant. Love Amour. Oh putain, ça fout les bouts là quand même. Bref. Mais pourquoi Love Amour, à l'époque, censément, elle était supposée être jolie. Hein. Les gens ils disaient Love Amour, waouh, ouais, trop sexy. Hein. Ah, moi j'ai jamais compris. Love Amour, jamais compris. Le top 50 meilleures ventes de 45 tours, voilà, ça c'est mieux. Alors numéro 1 pour toi Arménie, je n'ai aucun souvenir de cette chanson, j'imagine que c'était un truc avec plein d'artistes pour lever des fonds suite au drame, la catastrophe qu'il y avait eu là-bas. Les musclés, la fête au village, alors attendez les gars, parce que je vous connais, vous êtes tous très mal intentionnés. Je vais vous chantonner toutes les chansons dont je me souviens. Ouais. L'amour propre va bien se faire. Hein.
Donc pour toi Arménie, je n'ai aucun souvenir de ces chansons, donc voilà, carte joker. Hein. Les musclés, putain les musclés, t'es numéro 2 des ventes. Oh là 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 là, mais non. Avec la fête au village, oh putain. Bon alors ça, je me souviens très très vaguement. Ça faisait, c'est la fête au village, les uns, les enfants ont oublié d'être sages, pour faire les fous, ah bah c'était pas dans cette chanson horrible qu'il y avait la la la, iou. Oh putain. Et vous êtes conscient qu'après il va falloir que j'aille me faire du bain de bouche pour me nettoyer de toutes ces saloperies qui sortent d'entre mes lèvres. Début de soirée, la vie, la nuit, ah putain, début de soirée. Alors ça faisait la vie, la nuit, de machin en rêve ou je sais plus quoi, des vrais de folie, non je me souviens pas en fait. Soldat Louis, du rhum des femmes, waouh c'était ignoble, ça c'était vraiment un chier de ouf. C'était du rhum des femmes et de la bière nom de Dieu, un truc comme ça. Un accordéon, y a que ça qui rend heureux, je sais pas quoi. Ah c'était vraiment tout ce que j'exècre. Kylie Minogue de Locomotion, je suis désolé, je sais que je connais la chanson parce que le titre je le reconnais, mais incapable de me souvenir c'était quoi le refrain ni rien du tout. Je n'ai jamais été fan de Kylie Minogue, à part pour la chanson Confide in Me que je trouve chef-d'œuvresque. David Hallyday, pareil, je vois la chanson que c'était, mais c'est tout. Non mais en fait je vais arrêter de fredonner les trucs parce que je vais pas pouvoir le faire en fait. Confettis, de Sound of Sea, c'était cool ça. Mais je crois que ma préférée c'était celle de, c'était pas celle-là, une qui était sortie dans le même, et merde comment ça s'appelle cette chanson, Ecstasy je crois, où ça faisait New Beat ou un truc comme ça. Ecstasy, don 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 don. Ah putain, j'arrive pas à me souvenir du nom du projet. Enfin bref. Robin Beck, Womack and Womack. Elsa, Bernard Minet. Alors Bernard Minet, c'est avec la chanson Dis-moi Bioman. Dis-moi Bioman, pourquoi les méchants sont vilains? Je ne sais pas. En fait, je ne connais pas cette chanson. Donc là, j'ai inventé. Il faut du génie pour inventer comme ça. Whitney Houston, One Moment in Time. Je vois pas ce que c'est, mais je la connais sûrement. Michael Jackson avec Smooth Criminal, Caroline Kruger, la petite fille de Freddy, donc évidemment. Hilarant. Hilarant. J'ai eu confirmation par un juriste l'autre jour. Hilarant. You Call It Love, je ne vois pas ce que c'est. Eight Wonder, Cross My Heart. Alors, Eight Wonder, je m'en souviens très bien, mais Cross My Heart, pas vraiment. Flim Flam, je ne sais pas ce que c'est. Oh là, maintenant, il y a trop de trucs, je vais pas vous faire les 50 quand même. Qu'est-ce qu'il y a de marquant? François Fellman, Le Mal de Toi. Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie. Love Amour, aïe, 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 aïe. Elle était 20e des ventes avec Et je danse, mais c'est pas possible. Oh, ça y est, je suis déprimé. Est-ce qu'il y avait un truc vraiment que j'aimais là-dedans? Oui, Bros, du coup, I Quit. Oh, Kim Wilde, Never Trust a Stranger, chef-d'œuvre. Mais vraiment. Oh, mais c'était 34e, j'ai honte pour la France. Après, c'était peut-être en fin de parcours, hein, elle était peut-être beaucoup plus haut au début. Sandra, Secret Land, alors ça je m'en souviens très bien, j'aimais beaucoup Sandra à une époque. Les compos, enfin je trouvais que c'était vraiment pareil, je trouvais que c'est de la super bonne pop, quoi, mais vraiment quali, quoi. Oh là là, mais en fait ce feuilletage va durer 1000 ans, je pensais que ça allait durer 2 minutes, montre en main. Enfin montre en main ou montre posée, tu vois, mais je veux dire, montre pas loin de toi, quoi. Oh là là, mais ta gueule, mais tu n'es pas drôle, en fait, arrête. Pour toi Arménie, ah oui voilà. Donc pour toi Arménie, c'était donc évidemment 89 artistes et un réalisateur se sont réunis pour produire la vidéo à succès sous l'impulsion de Charles Aznavour. Donc on avait du beau monde puisque je vois là juste comme ça quoi, je reconnais Florent Pagny, Renaud, Vanessa Paradis, Philippe Laville, Hervé Villard, Julien Clerc, je ne sais pas, si Linda de Souza, oh putain ça pique, Nana Mouskouri, Patrick Sabatier, Alain Souchon et Lio, on dirait. Gilbert Montagnier, Jean-Luc Lahaye, Yves Duteil, je ne sais pas. Gilbert Bécaud, on dirait. Serge Lama, ça c'était le groupe Image. Et ça c'est Herbert Léonard, Michel Sardou. On dirait Dorothée, et lui c'est Jairo, un truc comme ça. Woolsey et Jeannot. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Et ça c'est, on dirait que c'est Francis Lalanne.
Ouais, il y a du beau monde. Ah non, ils étaient tous là. Hein. Enfin, ils étaient tous là, sauf Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle a fait un peu comme Prince avec We Are the World, quoi, je pense. Elle a fait non, je ne me mélange pas au commun des mortels. Allô, Francis Cabrel. Ah putain, mais encore cette putain de pause. Mais c'était quoi cette histoire? Oh, bah, mon pote, tu veux jouer à ça? Bah, tu veux jouer à ça. Ah là. Tu te rhabilles. C'était une pause imposée, en fait. Hein. Pause imposée. Après 3 ans d'absence, Francis Cabrel nous revient. Mais s'agissait-il vraiment d'une absence? Non, il était caché, en fait, au bar PMU, en bas de chez toi. Mais si, rue Le Coeuvre, tu vois pas? Mais enfin, voyons. Les gens qu'on aime ne partent jamais pour de bon de notre cœur et de notre mémoire. Francis, en véritable artiste, nous enchante d'un jet, d'un jet. J'ai trop regardé Landman. Non, il ne s'agit pas de l'avion. C'est d'un jet de Sarbacane. Ah, je suis désolé, d'un jet. Il nous enchante d'un jet privé. Oh là 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 là. Putain, mais non, mais... Mais ça, c'est vraiment le feuilletage de la navrance. Vais-je le mettre en ligne? C'est même pas sûr. Et encore une interview sur un ton très professionnel. Eh, bonjour Francis, alors quoi de neuf? Et lui répond plein de choses. Ils sont vraiment, en fait, ils sont troqués du coin. J'en peux plus. Et je me fais pleurer de rire de ma nullité, en fait. Alors, top nouveauté, pardon, voilà. Cocktail aux éditions J'ai lu de Heywood Gould. J'imagine que c'était en fait... en fait, j'en sais rien. Donc, je vais fermer ma gueule. J'allais dire, je pense que c'est une novélisation du scénario, parce que je crois pas que c'était un roman à la base. Dragnet, putain, avec Tom Hanks et Dan Aykroyd. Oh là là, c'était trop bien. Enfin, de mémoire. Chez CIC Vidéo. Donc, ça a coûté une blindaxe. La bande originale de Working Girl. J'aimais beaucoup ce film. Je sais plus avec qui j'en reparlais il y a pas longtemps. Je parlais de films féministes de l'époque, mais qui étaient tellement plus subtils, plus malins, plus intelligents que les films féministes qu'on voit passer de temps en temps. Je dis pas qu'il n'y a pas des trucs bien, mais il y a quand même beaucoup de merde ultra... Enfin, c'est compliqué. Alors, Arnold Turboost, le nom me dit quelque chose, mais je ne vois pas du tout qui c'est. Raft, c'est pareil, le nom me dit quelque chose, mais je n'ai aucune chanson en tête. Donc, voilà. Patricia Zamler. Eh ben, putain. On peut dire qu'elle a fait une sacrée carrière, hein. Ah bah, Patricia Zamler, hein, c'est dingue, c'est dingue. Avec son premier tube, T'aurais pas vu l'amour, hein. Midi 5, Belle comme Isabelle. Non mais sérieusement. Après je me dis, bon en fait je suis sûr que je préfère ça. Enfin, je connais aucune de ces deux chansons qui sont certainement horribles. Mais je suis sûr que je les trouverais plus sympatoches que certains trucs de Maître Gims ou enfin tu vois que la pop de Monsieur et Madame Tout le Monde aujourd'hui. Laurent Boyer, l'invité du top. Et là je comprends pas du tout l'intérêt de ce truc. Il commente, c'est ça? Kim Wilde, Never Touch a Stranger. Mais comment fait-elle pour dormir sans Woolsey? Ah, qu'est-ce qui était drôle, Laurent Boyer, dis donc. Bref. Waouh, Spagna, voilà. L'extravagante Spagna est de retour au top avec un nouveau succès en or. I Wanna Be Your Wife. Toujours écrit avec son frère. Ah putain, mais c'est vrai. Son frère, c'était comme Kim Wilde en fait. Kim Wilde, faut pas oublier que tous les premiers albums de Kim Wilde, enfin tous les bons en fait, ils sont entièrement composés avec son frère. Et c'est pour ça qu'ils sont bons. Par la suite, Kim Wilde c'est devenu vraiment beaucoup moins bien. Et oh là, qu'est-ce que tu me fais toi? Ça se trouve, il vous fait ça depuis tout à l'heure, je suis désolé. Et c'est devenu beaucoup moins bien dès lors qu'elle a arrêté de composer avec son frère, qu'elle a pris des trucs venant de l'extérieur. Espagna, les chansons, franchement, je suis très sérieux, moi je trouve que c'était vachement bien. Et c'était elle qui composait enfin, tout avec son frère, effectivement. Donc c'était en plus une vraie équipe d'artistes, quoi. Tout simplement. Et alors là on a une interview avec des... Ah non, c'est pas une interview, pardon. C'est genre des sujets et elle répond, mais ça n'a aucun intérêt. Les antiquités, le jardinage, la couture, sérieusement, la dentelle, le chocolat, les draps de satin, les fourrures. Mais c'est quoi ces putains de thèmes là? Après, elle a sûrement quelque chose à dire à chaque fois, j'imagine du coup. Le jardinage, allez. On se le fait. J'aimerais beaucoup un beau jardin, mais ce que l'on peut appeler un jardin chez moi, c'est grand comme la table, quoi. Mon rêve, c'est d'avoir un très grand jardin où je pourrais recueillir les chats errants. Voilà. Putain, bref.
Whitney Houston, One Moment in Time. Donc là, on avait les textes, parce que on était tous bilingues. Donc, bah si. Donc, on pouvait lire les textes et chanter la chanson en articulant parfaitement bien. Ah là là là, Alain Souchon au Théâtre des Champs-Élysées, avec Europe 1 et M6. Nouvel album Ultra Moderne Solitude. Oh là ouais, putain. Alors ça, par contre, il a cartonné, mais d'une violence à cette époque-là. Voilà, moi j'ai jamais été fan, mais ça c'était un carton énormissime cet album. Voilà. Mais bon, après Souchon, une époque, beaucoup de talent, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Eh ben, c'est une vidéo de presque 20 minutes, tu te fous de ma gueule. Oh putain. Ah bah plus jamais tu feuillettes un top 50, mec.